Et puis quand on parle d'entrepreneuriat, vous pouvez être entrepreneur dans n'importe quel domaine. Exact. Vous devez juste être assez créatif pour trouver un domaine qui vous convient. Moi, j'ai fini par comprendre que l'enseignement peut devenir une forme d'entrepreneuriat. J'ai jamais passé d'entrevue. J'ai jamais postulé pour un poste d'enseignement. Jamais. Puis pourtant, maintenant, je peux dire, ben, j'ai enseigné à McGill, j'ai enseigné à l'UDM. Mais c'est simple. C'est qu'une fois que j'ai fini de créer le cours, mais je l'ai enseigné une première fois. Mais quand j'appelle une prochaine université, puis je leur ai offert le cours. Comment ça? Non, attends, je comprends pas. Ben parce que j'ai créé le cours. Ah, c'est moi qui ai créé le cours. C'est le premier cours de profilage racial dans une université canadienne. Ça existe ailleurs nulle part au Canada. Donc, une fois que j'ai créé le cours, j'ai le monopole du cours exact. Donc, si tu veux l'avoir, la seule personne que tu peux embaucher, c'est toi. C'est moi. Bien entendu, tu sais, je le dis avec un peu de... Je dois le dire avec un peu plus de... Peut-être de... d'humilité, dans le sens que je suis pas la seule personne compétente pour enseigner le cours. Oui, ça je comprends. But I was the smartest to think about let's create a class. Absolument. Faisons-le. Puis après ça, comment on a fait? C'est qu'une fois qu'on était dans une université, on a envoyé un message à toutes les facultés de droit. On leur a dit, ben, est-ce que vous êtes intéressés? Une année passe, personne ne nous dit rien. Avec Ottawa, on renouvelle nos contrats. Mais quelque part pendant l'année, UQAM lève la main et dit, on serait intéressé. Après ça, on a parlé à McGill. On a dit, ben, UQAM est là, Ottawa est là, qu'est-ce que vous faites? McGill ne nous dit rien. Pendant l'été, randomly, je reçois un appel du doyen, 8h30 du matin, random. La conversation dure 2 minutes. Est-ce que tu es intéressé à donner le cours? Quel plage horaire te convient? C'est bon. On est bon pour cet automne. Wow. Après ça, McGill a dit oui, Ottawa a dit oui, UQAM a dit oui. Je regarde l'université du DM, je dis, qu'est-ce que vous faites? Puis l'UDM, ben, ils appellent la doyenne à Ottawa, ils appellent le directeur de programme à l'UQAM, ils ont leur bon credential, ils disent oui également. Puis c'est comme ça que le cours est parti. Puis pourquoi toi, tu as senti ce besoin-là de partir ce cours-là? C'est parti de où? Mais l'idée originale vient pas de moi. L'idée originale, c'est on a fait un genre de focus group avec mes étudiants, mon comité, le comité profilage racial à la clinique. Okay. Et ce qu'on a fait en fait, c'est de regarder, ok, il y a un problème de profilage. On est pendant la pandémie, on était en pleine pandémie là. Ouais. On est mai 2020 donc ok. Et on essaye de regarder comment on peut faire pour aider les gens. Puis il y a une de mes étudiantes qui s'appelle Rita Harim, qui était coordonnatrice de la clinique à l'époque, qui dit ben peut-être qu'on pourrait faire un cours. J'étais très sceptique, dans le sens que je regardais... Moi, je viens pas du milieu académique proprement parlé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, j'ai fait mon bac, etc. Mais j'ai jamais été... Écoute, j'ai été assistant de cours quand j'étais au bac, mais j'étais pas encore dans ce milieu-là. Ouais, okay? D'enseigner. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Donc, je regarde, puis je me dis, ça doit être big, monter un cours, etc. Mais on a pris toutes les idées, on en avait 5 sur la table. Puis ensuite, moi, Rita, puis une autre étudiante, on s'en va, puis on rencontre la doyenne de la faculté de droit d'Ottawa. Parce que j'avais une de mes étudiantes qui était son assistante de recherche. Donc, le lien s'est créé comme ça. Et quand on lui a présenté l'idée, dans toutes les idées qu'on lui a présentées, mais l'idée du cours, on a vu ses yeux s'ouvrir, extrêmement intéressée. Parce qu'elle s'intéresse aux enjeux de profilage depuis les 20 dernières années. Okay? Wow. Donc, ce qu'elle dit, elle nous dit, OK, ben, présentez-moi un plan de cours, on va voir comment on peut travailler ensemble là-dessus. Quand j'arrive, moi et Rita, on travaille là-dessus, on lui présente le plan de cours, elle regarde, elle trouve ça intéressant, puis là, elle dit quelque chose que j'ai jamais oublié. Elle dit, mais j'ai personne dans mon corps étudiant qui peut enseigner, dans mon corps professoral qui peut enseigner ce cours-là. Là, il y a comme un silence, puis là, comme on dit, ah, OK. Puis là, elle me pose la question, elle dit, ben toi, Fernanda, est-ce que tu serais intéressé à l'enseigner? Ben oui. Puis c'est ça que je disais à mes jeunes hier soir, j'ai dit, est-ce qu'à ce moment-là, je suis prêt à enseigner un cours à l'université? Non. Mais il y a une opportunité que je peux pas dire non. Il y a des opportunités qui viennent dans la vie, tu ne peux pas dire non parce que tu sais pas c'est quand la prochaine fois que cette opportunité va revenir. Puis dans la vie, il faut toujours qu'il y ait une personne qui te dise oui pour que les autres puissent te dire oui par la suite. Et là, je lui dis, of course que je suis intéressé d'enseigner. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de comment je vais faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a le plan de cours, on retravaille dessus. Puis après ça, j'ai passé les 4 prochains mois. Donc février, mars, avril, mai, tous les jours, chaque matin, de 7h à 10h, à lire et comprendre. Wow. Lire, comprendre. Pour essayer de préparer quelque chose qui a de la substance. Ben oui, ben oui. Puis c'est comme ça que du 15 juin 2021 au 25 juin 2021, 10 jours intensifs, 4 heures par jour, que le cours s'est donné. Puis je vais te dire quelque chose, les étudiants de ma première cohorte, la majorité m'ont dit que c'est le meilleur cours qu'ils ont eu dans leur bac. Wow!
Puis je l'ai par écrit, là. Je dis pas ça pour faire du jolet. Les gens, moi, bien entendu, je pense que j'ai un talent pour enseigner. Ouais. Mais je me suis extrêmement bien préparé. Puis c'est un cours qui a été fait en partenariat avec beaucoup... Parce que j'avais pas toutes les compétences, toutes les connaissances. Je comprends. Je suis allé chercher plein d'autres personnes, plein de conférenciers pour venir bonifier l'expérience. Puis ils ont adoré leur expérience. Puis là, aujourd'hui, tu me disais, tu es rendu à enseigner dans 4 universités. 4 facultés, ouais. D'accord. Combien de cours par semaine, ça donne? Ben, moi, j'ai fini... Puis quand on parle d'entrepreneuriat, vous pouvez être entrepreneur dans n'importe quel domaine. Exact. Vous devez juste être assez créatif pour trouver un domaine qui vous convient. Moi, j'ai fini par comprendre que l'enseignement peut devenir une forme d'entrepreneuriat. Dans quel sens? Ben, comme je te disais tout à l'heure hors onde, j'ai jamais passé d'entrevue. J'ai jamais postulé pour un poste d'enseignement. Jamais. Puis pourtant, maintenant, je peux dire, ben, j'ai enseigné à McGill, j'ai enseigné à l'UDM. Mais c'est simple. C'est qu'une fois que j'ai fini de créer le cours, mais je l'ai enseigné une première fois. Mais quand j'appelle une prochaine université, puis je leur ai offert le cours, il y a une offre parce qu'il y a une demande qui est importante. Puis dis-toi que quand le cours a été lancé à Ottawa, dans la première journée, toutes les places ont été prises. Il y avait 40 places prises au complet. Ils ont dit ouvrir d'autres places pour d'autres étudiants d'autres facultés. Donc là, on a mis le doigt sur quelque chose. Ben oui. On s'est dit, there's something there. Ben donc, après ça, on a écrit à toutes les facultés de droit. Personne ne nous a rien dit pendant une année. Après ça, pendant l'année, l'UQAM, j'avais un lien avec le directeur de programme parce que j'avais déjà été son correcteur quand j'étais étudiant. Okay. Je dis, Jacques, j'ai monté un cours, etc. Tu serais-tu intéressé? On en parle. Ça a pris du temps, mais finalement, l'UQAM dit oui. Wow. Après ça, McGill a dit oui. Après ça, l'UDM a dit oui. Puis c'est comme ça qu'on est rendu dans 4 facultés différentes présentement. Puis tu sais, quand tu dis côté entrepreneuriat, c'est que tu n'es pas salarié de cette université-là. Je le suis. Tu l'es? Okay. Je suis salarié, mais comment il faut le comprendre, c'est que... parce qu'un entrepreneur regarde un besoin et il voit comment il peut arriver pour combler ce besoin-là. Il y avait un besoin de connaissances et de formation dans ce domaine-là. Puis c'est ça que, présentement, je suis en train de combler. Puis j'ai l'avantage de pouvoir le faire à mon rythme, dans le sens que je choisis ma plage horaire où est-ce que je veux enseigner. Je choisis la session pour laquelle je veux enseigner. Donc, présentement, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi. Quand j'ai fini avec toi, je m'en vais enseigner de 1h à 4h à l'Université de Montréal. Wow. J'ai mis extrêmement beaucoup d'heures pour commencer la formation, pour la faire. On parle d'environ 200 heures, là, pour monter la formation. Donc, la première fois que je l'enseigne, je suis zéro rentable. Tu comprends? Je suis pas à perte, mais je suis zéro rentable. Ouais. Mais quand on arrive, puis là, je suis en train de l'enseigner pour la 5e fois. J'ai pas besoin de... Tu sais, ce matin, j'ai juste imprimé les documents de la session passée. Je vais faire un peu touch-up. Je mets toujours à jour mon matériel pendant l'été. Je suis up and running en 15 minutes de préparation. Je suis up and running. Donc, est-ce que je suis rentable présentement? Absolutely. Mais les gens qui voient ça de loin doivent comprendre qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait avant d'arriver derrière, absolument. Puis là, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta spécialisation? Parce que là, tu es rendu sur les réseaux sociaux. Même moi, je te suis. Écoute, parle-nous un peu de ça. Bon, ben, Fernando Belton, j'ai 35 ans. Je suis avocat depuis bientôt 8 ans. D'accord. Donc, je suis avocat. J'ai fondé la clinique juridique de Saint-Michel avec une étudiante à l'époque qui est maintenant avocate chez nous. Elle s'appelle les Martine en Grand. Donc, on a cofondé cette clinique-là ensemble depuis 2019. Ensuite, j'enseigne, comme je l'ai dit, et je suis étudiant présentement à la maîtrise en droit criminel. Oh! Donc, j'ai beaucoup de chapeaux. C'est ça que j'allais dire. Mais je te dirais que j'ai réussi à trouver un fil conducteur, surtout pendant... Je suis comme dans une période de ma vie présentement qui est... Moi, j'appelle ça la période hustle. OK? Ça veut dire... Puis, je veux que les entrepreneurs le comprennent, les jeunes le comprennent. Il y a des moments dans la vie où est-ce que tu peux te permettre de prendre plus ton temps, de regarder les opportunités qui passent, mais il y a des moments où est-ce que tu dois hustle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, je suis père de 3 enfants, je suis marié depuis bientôt 10 ans. Ma femme le sait, elle sait, on est dans une période hustle. Hustle veut dire que présentement, j'ai moins de temps pour les enfants, j'ai moins de temps pour la famille. Je prends du temps là quand même, j'ai toujours mon temps dans ma semaine où est-ce que je suis avec ma femme, avec mes enfants, mais on n'est pas dans la période où est-ce qu'on va sortir 3 fois par semaine ou que toutes les semaines, il va y avoir une sortie avec les enfants. Parce que je suis en train de finir ma maîtrise, je suis en train de mettre des bases qui vont faire en sorte que dans 2 ans, je vais pouvoir prendre un pas de recul et vraiment décider
qu'est-ce que je veux faire précisément avec mon temps. Je veux avoir le privilège de pouvoir le faire, mais il faut mettre les bases puis travailler beaucoup plus fort présentement. Absolument. Puis je peux le faire présentement parce qu'en début de carrière, personne ne te connaît, tu n'as pas de légitimité, tu n'as pas de crédibilité. C'est vrai. Donc, ça a pris un certain nombre de temps à bâtir. Maintenant, je suis dans la période où j'ai une petite notoriété, je suis reconnu dans un domaine d'expertise particulier, donc ça me donne la possibilité de pouvoir mettre des bases très rapidement pour que, quand on arrive en 2025, 2026, je peux décider de dire, je pars un an en voyage. Ou je décide de dire, je laisse tomber le droit pendant les 2 prochaines années pour me concentrer à un projet particulier. Mais pour avoir le privilège de choisir, il faut travailler avant. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que la majorité de ma génération, on ne veut pas tu sais, on veut tout rapidement. Ouais. Tu sais, on ne veut pas travailler fort, on veut faire de l'argent rapide. C'est ça un peu que ce que j'ai constaté, ma génération. Le côté sacrifice, là, on dirait qu'on le veut pas, là. Tu sais, on veut le côté tout de suite. Je gagne de l'argent, j'ai la belle voiture, j'ai la maison. C'est ça qu'on veut tout de suite. Le reste, on le met de côté. Laisse-moi te parler de ça. Moi, si tu passes sur la métropolitaine présentement, à la hauteur de la 40, proche de Saint-Michel, si tu tournes ta tête, tu vas voir mon nom sur l'immeuble du 3737, OK? Ouais. Ça, c'est une belle histoire que j'aime raconter. Parce que j'ai commencé là-bas en 2016 en louant un bureau à 25 $ de l'heure quand j'avais des clients. Wow. C'est comme ça que ça a commencé, un bureau satellite. Parce que pendant la première année de ma pratique, j'étais chez moi. Puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais chez moi, j'avais pas le sou. J'ai demandé à un membre de ma famille de pouvoir m'aider, de me faire un prêt de 5 000 $ pour commencer ma business. C'est pas qu'il m'a pas donné le prêt, il m'a même pas répondu. OK. Je me rappelle, un moment donné, je suis allé au bureau en gros, j'ai commencé à faire plein d'achats, etc., loader ma carte. Puis à un certain moment, il y a comme quelqu'un qui m'a parlé. Dieu, ma conscience, name it, qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais, Fernando? Pendant que le commis faisait en train de remplir les papiers, je suis juste parti, je l'ai rien dit. Tu sais quoi, j'ai commencé avec 500 $, j'ai acheté une table, une imprimante, un board pour pouvoir mettre mes pins. Puis j'ai commencé j'ai fait mon propre site moi-même, j'ai fait mes premières cartes d'affaires moi-même. Puis j'ai commencé ma business là, à partir de chez moi, pendant une année. Une année plus tard, j'ai un de mes amis qui était mon pasteur à l'époque qui me dit, Fernando, je vais partir en business, etc. Est-ce que tu vas avoir un bureau avec moi? J'ai pas encore d'argent. Il me dit, il y a une opportunité là parce qu'on peut être ensemble, on partage les coûts. Exact. Let's go. 750 $, le premier bureau. On est tous coincés, mais on s'arrange. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai eu un bureau, j'ai eu un deuxième bureau, j'ai un troisième bureau. Puis là, je suis rendu dans mon 4e bureau. Où est-ce que là, on est rendu 4 avocats au bureau. J'ai une technicienne juridique qui est là à temps plein. Puis, la business grossit. Là, présentement, tous les bureaux sont pleins. Donc, on est en expansion. Mais avant d'arriver là, il y a tout un travail. Il y a eu beaucoup de craintes. Il y a eu beaucoup d'échecs. Seigneur, il y en a eu des échecs, là. Mais il faut se donner le temps de pouvoir apprendre ce qu'on fait puis d'être plus confiant. Vous allez voir, si vous m'écoutez là, je suis très confiant de où est-ce que je veux partir. Mais si je m'écoutais il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est sûr, j'avais des rêves, des aspirations. J'ai toujours dit aux gens, un jour, je vais mettre mon nom sur les tâches. Personne ne me croyait. Parce que, je te le dirais, il y a des règlements qui font en sorte que pour pouvoir mettre ton nom sur l'étage, il faut que tu occupes 50% de la superficie d'un étage. Moi, j'occupe 20% de la superficie. Mon nom, il est là. I won't tell people how I did it. Mais c'est une façon pour moi de vous dire, laissez personne vous limiter par rapport à qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Moi, quand je dis que je vais faire quelque chose, je crois que Dieu, puis je crois que Dieu m'aide à mettre les opportunités sur mon chemin. Puis je crois aussi que mon cerveau, mon mindset cherche les opportunités pour m'aider à accomplir la parole que j'ai déjà dit. Puis tu sais, je sais qu'il y a des gens qui disent la pensée positive, etc. It's a thing. Si tu professes le bien pour ta vie, il y a plus de chances que le bien arrive que le contraire. C'est vrai. Si on regarde ton processus académique, pourquoi tu as décidé d'être avocat? Puis moi, je fais souvent cette blague-là dans mes podcasts. Je dis souvent que quand on est haïtien puis qu'on a des parents haïtiens, il y a 2-3 métiers là qu'ils veulent qu'on fasse. Puis si tu fais pas ces métiers-là, mais ça marche pas pour eux. OK? Ingénieur, avocat, docteur aussi. Voilà. Donc, je te pose la question aujourd'hui. C'est où est-ce que tu as eu l'idée ou tu as senti ce besoin-là d'être avocat? Et c'était quoi ton but en faisant cette carrière-là? Écoute, moi, je sais que si je remonte à quand j'avais 5 ans, 6 ans,
J'ai toujours voulu être avocat. T'es pas sérieux? Ouais. Wow. Mais tu sais, la télévision, tu regardes des métiers, etc., ça m'a intéressé. Mais mes parents étaient mindés. Mon père, surtout, voulait un médecin dans sa famille. Oh, il voulait un médecin. Donc, mon père a comme travaillé, là. Il m'a bien blow mind. Donc, si tu me parlais aux alentours de 12-13 ans, j'étais même pas capable de me souvenir que je voulais être avocat. Dans ma tête, je voulais être médecin. Donc, tu sais, j'ai quelqu'un qui a été béni dans le sens que j'ai beaucoup de facilité à l'école. J'ai jamais, surtout comme secondaire, primaire, cégep, même université, je vais être honnête, j'ai jamais forcé pour avoir des bons résultats. Wow. Tu sais, chacun, tu travailles avec les talents que Dieu te donne. Absolument. Tu comprends? Donc, moi, ça a été ma bénédiction à moi. Et quand j'ai fini mon secondaire, ben, je vais te dire ce que je voulais faire. En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Okay. Quand je suis allé voir le conseiller à l'orientation, on a rempli la forme, puis le seul truc qui est sorti, c'est que je devrais être pasteur. Oh my God! Ben, il disait prête à l'époque, là. Donc, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Tu vois, on dit ça, là. Le conseiller dit que comme, le formulaire que tu te remets, ça te donne prête. What do you want to do about that? Oh my God! Et j'avais fait un stage quand j'ai habité 2 ans aux États-Unis. J'avais fait un stage avec un électricien. OK. Donc, j'avais de l'intérêt là-dessus. Je me dis, je devrais être électricien. Bon. Donc, je rentre au cégep en génie électrique. OK. Je fais 3 semaines. Puis quand je me rends compte après 3 semaines que je suis pas capable de faire la différence entre un volt et un ampère, malgré que I think I'm smart. Ouais. En tout cas, I'm not dumb, that's for sure. Je suis pas capable. Je me suis j'ai pris un miroir, puis moi et mon miroir, on s'est regardé, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis c'est dans cette réflexion qui s'est faite aux alentours des années 2006, en 2006, où mon rêve intérieur est comme revenu à la surface. Mais j'avais pas les notes parce que j'avais un peu niaisé un peu au cégep, comme ça arrive beaucoup. Donc, j'ai dû m'inscrire en histoire, au bac en histoire, parce que j'aimais bien l'histoire. J'ai fait 1 an et demi dans le bac, j'ai réussi à avoir de bons résultats. J'ai eu 2 refus à la faculté de droit. Oh. Donc, j'ai appliqué une première fois sur la liste d'attente, refusé. Une deuxième fois, refusé. Et cette 3e fois-là, je m'étais dit déjà que c'était ma dernière fois. Puis cette fois-là, j'ai été accepté. Ça a été accepté. Puis tu sais, être avocat, ça vient... Dans un premier temps, je voyais seulement le côté glamour, le côté... Je me suis dit, je veux faire partie des professions libérales, porter le titre de maître. Moi, c'est ça qui m'intéressait, là. Je comprends. Faire le bien, etc. Je ne vais pas bullshitter personne aujourd'hui pour dire que je voulais sauver le monde. Non, moi, j'étais là pour moi-même. Mais quand je suis rentré dans ce milieu-là, je me suis rendu compte du privilège que tu as d'apprendre le droit, de comprendre le droit, parce que c'est une connaissance qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est un programme qui est contingenté, puis tu as des opportunités, des moyens quand tu es avocat que certaines personnes n'ont pas. Donc, c'est un peu ça mon histoire là-dessus. Oh là 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 là. OK. Puis là, dès que tu finis, ça t'a pris combien d'années pour être avocat, en fait? Donc, 3 ans de bac. Ensuite, le barreau. Tu peux le faire en 4 ou 8 mois. Moi, j'ai fait 4 mois, pas de temps de niaiser avec la POC. Ensuite, le stage de 6 mois, puis ensuite, tu as ton titre. Puis moi, le stage, c'est une autre histoire que je pourrais prendre le temps de raconter. Ça a été extrêmement compliqué de trouver un stage. Pour quelle raison? C'est dur à dire pour moi. Je ne veux pas mettre tout sur la question de la couleur de la peau, mais c'est sûr que je ne fitais pas avec certains cabinets où est-ce que j'ai appliqué, j'en suis conscient. Je comprends. Après 25 entrevues, j'ai arrêté de compter. Oh, man. Et tu sais, d'aussi loin que je peux me souvenir, je suis bon en entrevue, là. Ouais. Moi, je suis bon avec... Puis, tu sais, soyez à l'aise, je pense, les gens, soyez à l'aise avec ce que je suis moins bon, je suis capable de le dire, ce que je suis bon là-dedans. Moi, je suis bon en entrevue, je suis capable de performer convaincre quelqu'un. Ça fonctionnait pas. Je ne peux pas te dire pourquoi. Finalement, j'ai réussi à trouver mon stage à la Ville de Montréal. On était 4 stagiaires. J'étais le seul noir, d'ailleurs. Puis, ma maître de stage était la seule noire dans l'étage. Je suis le seul stagiaire qui n'a pas été retenu à la Ville. Tous les 3 autres se sont vus offrir un poste par la Ville au moment où est-ce que on a fini notre stage. Donc, tu peux t'imaginer que quand je reçois cette nouvelle-là à 2 semaines de la fin de mon stage, que mes trois confrères vont rester, ont leur emploi, et que moi, on me laisse partir, j'étais dévasté. Okay? Blessing in disguise, puis je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose à savoir, c'est que les moments les plus difficiles, des fois, vont être les moments les plus formateurs, puis les moments où est-ce qu'il y a une autre bénédiction qui nous attend de l'autre côté. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu partir ma business. C'est sûr que la première année, quand je pense à mes confrères consorts qui commencent à 60 000, puis moi, je suis à 30 000 de
revenus, je parle pas de profit, mais de revenus d'entreprise, parce que ma première année, j'ai fait 30 000 $. Mais tu sais, quand tu fais 30 000 $, que tu as une famille, j'avais une famille avec un enfant à cette époque-là, j'étais pauvre, là, tu comprends? Ben oui. Mais là, tu me dis 60 000 parce qu'il travaillait pour la ville de Montréal. Mais comment ça, tu comprends? Mais ça, avocat, c'est bien plus payant que ça, là. Ça peut être payant. L'idée que j'ai dans ma tête d'un avocat... Absolument, mais c'est pas la bonne idée. Dans le sens que être un avocat, ça peut être payant, comme tu peux être un avocat pauvre. Parce qu'à 30 000 $ dans ma première année, j'étais pauvre, j'étais admissible moi-même à l'aide juridique. Je payais pas d'impôts. Mais c'est dû à quoi? C'est-tu à cause de la branche? Parce que moi, j'appelle mon avocat pour me faire un contrat, là, maintenant. Là, il me charge minimum 150 $ de l'heure, là. Minimum, là. Ouais. C'est ça, là. Tu comprends? Fait que moi, je me pose la question, ça dépend. Est-ce que parce que tu as choisi, mettons, une personne choisit d'être à l'aide juridique? Est-ce que c'est parce qu'on décide d'être dans le droit criminel? Mais il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que la profession d'avocat est une des choses qui est le fun, puis je vous invite à regarder des professions de cette nature-là. Donc, des professions où est-ce qu'il n'y a aucun cap sur le nombre d'argent que tu peux faire. Ouais. Et qui donnent des possibilités de pouvoir, pas simplement pratiquer dans un seul domaine, mais d'avoir une multitude. C'est sûr que la profession d'avocat est particulière. C'est pas toutes les professions qui donnent ce genre de latitude. Mais c'est ça qui est le fun. C'est-à-dire que tu peux être un avocat qui travaille pour le gouvernement. Donc, tu as des bonnes conditions, etc. Tu vas pas faire des millions, mais tu peux espérer après 17 ans, 18 ans d'être dans les 6 chiffres. Moi, ça m'excite pas, OK? C'est ça, j'allais dire. Je trouve pas ça excitant. Tu peux être dans les grands cabinets. Hey. Donc, dans les grands cabinets, la journée 1, j'ai une de mes amis qui travaille en grand cabinet. La journée 1, elle commence à 120 000. Journée 1. Wow. Mais je la vois plus, je l'entends plus. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec elle parce que quand tu es dans ce domaine-là, mais tu travailles des longues heures, high pressure. Puis tout le monde est on the road de devenir partner. Puis à la fin, tu sais, peut-être que sur la cohorte de 50 étudiants, il y en a 3-4 qui vont devenir partner. Puis les autres vont laisser tomber en cours de route parce que c'est extrêmement difficile. C'est pas le mode de vie qui m'intéressait, moi, personnellement. Tu peux être à ton compte, mais à ton compte, c'est long. Ça prend du temps. Mais tu as la possibilité de pouvoir grow. Okay? Donc, tu peux être en cabinet privé. Donc, il y a plusieurs multitudes. Puis, dans chacun de ces domaines-là, de ces endroits, de ces milieux de travail-là, ben, ça te donne des opportunités financières qui sont différentes. Moi, ma particularité, c'est que je fais pas juste la pratique du droit. J'ai réussi à diversifier mes champs de pratique et mes différents employeurs, si je peux l'appeler comme ça. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que oui, une bonne partie de mon travail, c'est chez Belton Avocat, mais tu sais, j'ai aussi ma pratique à la clinique juridique de Saint-Michel. Yes, j'ai ma pratique comme enseignant. Je suis rendu conférencier maintenant, puis ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter qui est le fun, parce que au début, je donnais des conférences, puis c'était toujours gratuit, puis tu sais, c'est moi qui bégayais des fois pour pouvoir me faire inviter. Oh mon Dieu. Présentement, puis je le dis sans show-off, là, parce que c'est ma réalité de vie, c'est vrai. Chaque semaine, présentement, je refuse 2 à 3 demandes d'intervention ou de conférences ou de panels ou de toutes les semaines. Juste hier, là, j'ai reçu une demande l'UQAM qui voudrait que je fasse partie de la cohorte pour recevoir les étudiants qui vont recevoir dans la collation des grades, etc. en juin. Puis, tu sais, j'essaye de limiter ce genre d'intervention-là parce qu'à la fin, c'est un coût-bénéfice. Ça veut dire, je donne déjà au niveau de la communauté. Bien sûr. Après ça, il y a la question de ma santé mentale, ma santé physique, ma santé familiale. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on doit dire non, mais toutes les semaines, je reçois 2 à 3 demandes. Fait que ça veut dire que je suis vraiment choyée que tu sois venu aujourd'hui. Non, en fait, on est tous les deux choyés parce que je te suis, j'aime ce que tu fais, j'aime les gens qui parlent de ce genre de sujets puis d'enjeux. Mais c'est vrai que je participe dans des trucs qui me tentent. C'est-à-dire que dans le sens que, tu sais, il y a des choses où est-ce qu'on va m'inviter, puis je suis comme... C'est pas parce que ça me tente pas, parce qu'à un certain moment, j'ai travaillé pour former d'autres avocats. Je travaille au sein de la clinique juridique de Saint-Michel. On a un comité profilage racial. Récemment, j'ai une étudiante qui me dit mon association étudiante aimerait ça avoir une formation en profilage racial. Que je dis, c'est quoi votre budget? Moi, on n'a pas de budget. Je comprends ça, etc. Je dis, mais j'ai mes étudiants qui peuvent le faire. Oh non, on veut vraiment que ce soit toi. Non, ça pourra pas être moi. C'est ça. Tu comprends? Ça fait 3 ans que je travaille à former des étudiants. J'en ai qui sont excellents, qui sont capables de donner la formation, ils vont être supervisés par moi. Mais exact. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, être comme, OK, c'est correct, on va le faire. Puis je sais que mes étudiants vont être excellents. Donc, c'est aussi ce goût de redonner fait en sorte que tu peux aussi aider sans que ce ne soit pas ton temps personnellement qui soit partout. Parce qu'à un certain moment, on ne peut pas courir partout. Là, non, c'est normal. Et toi, elle est où venue l'idée de partir la clinique Saint-Michel? Qui aujourd'hui, là, je suis vraiment désolée, là, si quelqu'un ne connaît pas la clinique Saint-Michel, je sais pas c'était où. Il y a un problème. T'es pas sur les médias sociaux, ça c'est sûr et certain. Il y a un problème.
problème. Ouais. Mais cette idée-là, elle est partie de où? Parce que c'est une idée géniale, là, honnêtement. Là. Il y a deux parties, OK? Il y a deux histoires que je dois te raconter pour comprendre la clinique. La première, c'est que je suis dans ma pratique 2016, 2017, 2018. Je suis à Saint-Michel, au 3737 Crémazie, et je reçois des gens qui disent « Mais Maître Belton, on n'a pas d'argent pour te payer. Okay, je dis « Ben, allez à l'aide juridique. On n'est pas admissible à l'aide juridique. » Parce que le salaire est un petit peu trop élevé. Un peu trop élevé. Puis quand on parle d'un peu trop élevé, là, tu fais, je sais pas moi, 45 000. 45 000 en 2023. C'est rien. Pour moi, t'es pauvre. Mais petite parenthèse. Pauvre dans le sens que t'as pas de liberté de choix. Oui, on est pas d'accord. Pauvre dans le sens que t'es dans la rue en train de mendier. Ouais. Puis peut-être le mot pauvre est pas bon parce qu'il y a une connotation, je pense, négative avec ça. T'es une personne qui, financièrement, est pas à l'aise à 45 000 $, même quand tu habites seul. Tout est cher présentement. Je comprends. Mais petite parenthèse, l'aide juridique, le revenu maximum qu'ils peuvent te prendre, ça monte à combien? Tu es une personne seule, tu travailles au salaire minimum à temps plein, tu n'es pas admissible à l'aide juridique. Sérieux? Fait qu'en fait, il faut que tu sois sur l'aide sociale. C'est ça que tu me dis. T'es pas de revenu mais c'est parce du que tout. Quand tu as des enfants, ben c'est sûr et certain que le salaire admissible est plus élevé. Les salaires, le montant admissible a augmenté au fur et à mesure des années, mais présentement, si tu es au salaire minimum, personne seule, tu es sur le bord de ne pas être admissible. Là. Tu comprends? Donc, c'est pas beaucoup. Donc, tu comprends les gens de personnes qui sont sur l'aide juridique, des familles, des personnes immigrantes qui n'ont pas de revenus. Puis, il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là, des personnes itinérantes, etc. Donc, oh my God. Donc, ces gens-là, je me dis comment je fais pour les aider. Il y a une histoire d'un monsieur qui m'avait vraiment troublé, là. C'est un monsieur qui, je pense, s'était blessé dans le métro de Montréal. Il était à quelques jours puis blessé à cause d'une erreur fonctionnelle, là, d'un opérateur. Il était à quelques jours de son délai de prescription pour inscrire son recours, mais il n'y a pas d'argent. Puis j'étais obligé de lui dire non. Parce que, à un moment donné, tu peux pas aider tout le monde, puis je peux pas m'engager dans un... J'étais tout seul comme avocat dans mon bureau. Aujourd'hui, si je décide de prendre un dossier à pourcentage, j'ai un peu plus de des gens pour te backer. J'ai les reins un peu plus solides, mais à cette époque-là, je pouvais pas. Donc ça germait dans ma tête, puis j'ai déjà travaillé dans des cliniques juridiques. Bon, je sais un peu le fonctionnement, donc ça germait dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Entre-temps, en janvier 2019, j'avais été invité sur le panel du sommet socio-économique du développement des jeunes noirs, sur le panel justice. Puis tu sais, c'est quand même... C'est particulier dans la vie des fois, parce que je me rappelle cette journée-là, j'étais dans mon lit et j'étais comme, ça me tente pas. Wow. Je réfléchir, mais il y a une madame qui m'a invité, elle s'appelle Sandra Rabrun, puis Sandra, je l'aimais bien, puis on était en bon terme, puis elle était dans le but. J'ai dit, si je viens pas, Sandra va pas être contente. Tu comprends ce que je veux dire? Et bon, j'ai décidé de me pointer là, bien en retard d'ailleurs, pas en retard dans mon panel, mais en retard dans le sommet. Et j'ai rencontré sur le panel, il y avait les Martines qui étaient présentes. Puis on était en train de parler de la place des mentors dans la profession juridique. Moi, jeune avocat, à ce moment-là, 4 ans de barreau, j'ai aucun mentor de la communauté. Les avocats noirs qui pratiquent, je les connais pas et je ne les vois pas. Puis, tu sais, qui a dû me démerder. Je suis comme, mais Martine, un peu de manière condescendante, là, let's say it. Ma petite, là, si tu veux des mentors, ben, c'est toi qui dois aller chercher les mentors parce qu'ils viendront pas vers toi. Okay? Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est un peu ça le fond de mon propos. Et les Martine tenait son point devant une salle de 300 personnes puis débattait avec moi. Genre, non, les mentors, c'est vous qui devez tendre la main aux populations plus jeunes, etc. Tout s'est fait avec beaucoup de respect puis beaucoup de respect entre nous. Puis à la fin, j'ai apprécié le débat. J'ai écrit à Les Martine. Je suis comme, viens dans mon bureau, je veux qu'on discute. Et en discutant, ben, Les Martine était la présidente de l'Association des étudiants noirs de l'UDM. Et je lui ai parlé de ce projet que j'avais d'avoir une clinique juridique à Saint-Michel. Puis c'est comme ça que c'est parti. Wow. C'est la rencontre entre moi et Les Martine. Puis cette volonté aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme prochaine génération d'avocats pour aider les prochains qui vont venir puis leur donner des modèles positifs qui sont capables de suivre. Absolument. Mais là, à ce moment-là, quand quelqu'un vient vous voir à la clinique Saint-Michel, c'est qui paye les frais? Mais la clinique est devenue... c'est comme un gros bébé obèse, là, OK? C'est devenu gros très rapidement. Parce que la clinique a 3 axes d'intervention. Donc, on offre des consultations juridiques gratuites. Okay? Donc,
Quand, ça, bon. Qui paye les frais au début, c'était moi au complet. Le premier $1000 que la clinique a reçu comme don, c'est moi qui l'ai donné. Jusqu'à aujourd'hui, la clinique utilise mes locaux encore, paye un petit loyer, mais tu comprends que ça ne paye pas les loyers de ce que ça utilise. Exact. Mais c'est moi qui a dû mettre l'argent dans un premier temps avant que quelqu'un d'autre dise on lève la main pour on met de l'argent. Si tu ne crois pas dans ton propre projet, c'était pas put your money where your mouth is. C'est comme ça que je comprends. Mais tu sais, aujourd'hui, la clinique, on offre des consultations juridiques gratuites aux étudiants. Donc, avec des étudiants bénévoles qu'on ne paye pas, c'est ça qui est l'avantage. Nice, okay. Ensuite, on est très actifs au niveau du profilage racial. Donc, un comité profilage racial qui va faire de l'accompagnement juridique pour les personnes victimes. Donc, quelqu'un est victime, on l'aide à rédiger sa plainte en déontologie policière, on l'aide à rédiger sa plainte en matière de commission des droits de la personne, on va faire de l'accompagnement en conciliation de déontologie policière, etc. On a un podcast qui parle de profilage racial, ça s'appelle « Touche pas à mes droits ». On est actif au niveau un peu politique, je dirais, dans le sens que, tu sais, quand on a fait des représentations auprès du ministre pour des changements au niveau législatif en matière de profilage racial. Donc, c'est un paquet d'enjeux qu'on touche autour du profilage racial. Récemment, on a organisé notre 3e marathon Lumière sur le profilage racial. Ce marathon-là, c'est pas qu'on est en train de courir, c'est qu'on était 12 heures en ligne. De 10h à 22h, on a reçu 44 victimes de profilage racial. Donc ça, c'était le 25 février 2023. On l'a fait le 20 novembre 2021. 47 victimes. Et notre premier, c'était le 20 juin 2020. On a eu 51 victimes. Donc, on a déjà réalisé 36 heures là, de matériel de personnes qui sont venues témoigner de leur expérience. Puis ensuite, on a tout un autre volet que les gens connaissent moins, où est-ce qu'on fait des partenariats communautaires avec les organismes du quartier. Ça, c'était une priorité pour nous de dire, on est à Saint-Michel, on a choisi le mot. Il y a eu beaucoup de débats au début qu'on a fondé la clinique, que devrait être le nom de la clinique. Exact. Puis on a choisi ce mot-là parce qu'on s'est dit on veut donner une autre image de Saint-Michel. Tout à fait. Puis c'est important pour nous, les organismes communautaires du quartier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre de la formation pour leurs intervenants et pour leurs usagers. Wow. Donc, on est actif au niveau du logement, du droit du logement. On a un projet qui touche la question du racisme médical. D'ailleurs, on a un événement, j'invite les gens, le 19 mai 2023, à la TOU à 18h qui va avoir lieu. On est actif sur l'accessibilité à la profession pour les jeunes personnes qui viennent des communautés racisées. Donc, cette année seulement, on a remis $5 000 en bourse à des étudiants qui viennent des communautés racisées pour leur aider dans leurs études. Donc, on a un paquet de champs, je te dirais, d'activités. Puis, pour la session prochaine, on va travailler sur un projet en matière de prévention de la prolifération des armes à feu. Donc, c'est une de nos préoccupations à Saint-Michel et dans Montréal. Donc, on va essayer de travailler là-dessus également. Oh my God. OK. Fait que là, ça veut dire, si je comprends bien, vous amenez pas, mettons, un jeune qui a un problème, qui s'est fait arrêter, poursuite, etc. À la clinique Saint-Michel, vous n'allez pas à la cour, vous n'allez pas représenter cette personne. Donc, la loi sur le barreau ne permet pas présentement aux cliniques les cliniques communautaires de le faire. Mais le règlement doit être adopté sous peu par le gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui est appelé et à changer et qui pourrait faire partie de ce qu'on offre comme service. Parce que vous, mettons, vous allez donner les outils, vous allez les aider avec tout ce qui est la paperasse. Exact. Mais après ça, s'il faut qu'on aille devant un juge... Ils doivent avoir un avocat. Ils doivent avoir un avocat. Et... présentement, un avocat qui travaille... Comme moi, je suis employé de la clinique, je suis le directeur général, mais je ne peux pas représenter quelqu'un au nom de la clinique. Je peux pas exercer mon rôle d'avocat au niveau de la représentation dans la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, étant donné qu'il y a Belton Avocat, il y a la clinique, ben, les gens vont être représentés par Belton Avocat et je vais bénéficier de mes étudiants pour monter le dossier. Et là, le gros avantage, ça fait baisser le coût de la représentation pour les gens. Donc, c'est ça qui aide, surtout en matière de profilage. Parce que souvent, dans les dossiers de profilage, ben, c'est des infractions qui sont mineures, des infractions au code de la sécurité routière, qu'on doit engager des avocats pour des journées de procès. Demain, j'ai un procès d'une journée pour un dossier de profilage, puis les gens ne pourraient pas payer mon service s'il n'y avait pas cette aide qui venait du comité profilage racial de la CGSM. Puis en termes de profilage racial, puis quand je dis profilage racial, on va y aller du côté des policiers. Quelqu'un qui reçoit un profilage racial, est-ce que ses chances de gagner comptent? La police. J'essaie de peser mes mots. Est-ce que c'est jouable? Parce que moi, j'ai cette impression-là, mais quand j'étais plus jeune, puis des fois, je l'ai encore, on dirait c'est comme, je ne vais pas dire un combat qui n'est pas gagnable, mais c'est très difficile
de descendre même devant le juge, là. Tu sais, tu pars, la personne qui s'est faite, qui a eu le racisme, c'est très difficile devant le juge d'avoir un poids contre un policier, là. Parce que là, c'est pas individu contre individu, c'est pas ça. C'est l'État contre toi. Ah, c'est ça. Ça, c'est un sujet qu'on pourra se faire en parler pendant longtemps, OK? Mais laisse-moi te donner quelques chiffres pour permettre aux auditeurs d'avoir une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Quand on parle de profilage racial, on parle de traitement différentiel fait par une personne en situation d'autorité, souvent la police, pour des motifs de sécurité et sûreté du public, et qui va mener à une sélection ou un traitement différentiel des gens. Donc, la raison pour laquelle tu es choisi, c'est à cause de la couleur de ta peau. La raison pour laquelle tu es traité différemment, c'est à cause de ta race, la couleur de ta peau. Okay? C'est quelque chose qui va se manifester très souvent de manière inconsciente, des fois de manière consciente, mais des fois de manière inconsciente aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une intention de discrimination, mais il y a un système qui fait en sorte qu'il y a des stéréotypes qui sont associés aux personnes noires qui vont faire en sorte que les forces policières vont avoir un intérêt plus particulier et percevoir la personne noire comme souvent un danger. OK, fait que petite parenthèse. Fait que selon toi, ça ne veut pas dire nécessairement que le policier est raciste. Ça ne veut absolument pas dire ça. D'accord. Puis souvent, quand on parle de profilage racial, c'est comme ça que les forces de l'ordre vont le recevoir. C'est comme ça que notre premier ministre le conçoit aussi. Exact. Mais c'est faux. C'est pas une accusation d'être raciste. Parce que beaucoup de la question du profilage racial est basée autour des stéréotypes raciaux. Tout à fait. On parle de quoi? T'es une personne noire, t'es plus susceptible d'être criminalisé. T'es sûrement plus fort, t'es sûrement plus grand. Ça veut dire, si je décide de t'intercepter, puis je te vois déjà comme une menace, mais je vais appliquer plus de force sur toi. Je vais sortir mon âme plus rapidement, je vais sortir mon poivre de Cayenne plus rapidement aussi. Donc, ça s'attache à la raison pour laquelle les gens sont sélectionnés, mais aussi à la façon dont les gens sont traités. La difficulté autour de la question du profilage racial, c'est la preuve. Puis moi, c'est c'est ce sur quoi je suis en train de me spécialiser. C'est-à-dire, comment fait-on pour prouver le profilage racial? Parce que souvent, il est inconscient, il est fait de manière... Et la preuve, c'est une preuve indirecte. Parce que présentement, tu ne vas pas avoir un policier qui arrive qui dit « Je t'intercepte parce que tu es noir ». Jamais ça va arriver devant la cour. Donc, comment fais-tu pour prouver ce qui est dans l'esprit de quelqu'un? Mais ce qu'on fait, en fait, on va regarder un ensemble d'indicateurs qui sont susceptibles de nous permettre de tirer des inférences du comportement des policiers quant à son intention véritable. C'est pas son intention, mais sa motivation véritable. Je comprends. Donc, policier a fait un demi-tour. Policier me pose des questions, genre, à qui appartient ce véhicule-là? Policier est intéressé, par exemple, à la fille blanche qui est à côté de moi. Stéréotype du proxénète. Policier est intéressé au fait que j'écoute de la musique rap et que j'ai un hoodie et que je suis dans une Mercedes. Okay? Donc, un ensemble d'indicateurs qui vont permettre au juge de tirer une inférence. Puis le juge n'a pas besoin d'être persuadé hors de tout doute raisonnable. On dit la preuve doit être faite de manière prépondérante, 50% plus 1. La réalité, c'est que si on regarde les décisions en matière pénale et criminelle des dernières années, si on regarde les 10 dernières années, vous ne trouverez pas 10 dossiers en matière criminelle et pénale où est-ce que, en matière criminelle, je veux dire, où est-ce qu'un juge est parvenu à la conclusion qu'il y a eu du profilage racial dans un dossier. Okay? En matière du tribunal des droits de la personne, on parle de 6 décisions depuis la création du tribunal des droits de la personne en matière de profilage. Donc, ça c'est depuis 32 ans, 6 décisions. La première décision était en 2012. En matière de déontologie policière, si on regarde sur les 438 plaintes de profilage racial qu'il y a eu depuis les 2 dernières années, il y a eu 0 citation devant le comité de déontologie policière. Et si on regarde un peu plus large au niveau des 5 dernières années, on parle de 11 citations devant la déontologie policière pour 4 policiers qui ont été trouvés coupables d'avoir commis un acte dérogatoire qui constituait du profilage racial. 4, okay, sur à peu près 1000 plaintes. Donc, c'est sûr et certain que le portrait tel qu'on l'a aujourd'hui n'est pas favorable pour dire qu'on est en train de gagner la bataille. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer présentement. Le cours que j'ai créé, qu'on a créé à la clinique, puis sur lequel on a formé des centaines de juristes, je pense va avoir un effet, parce que ça donne des outils aux juristes, aux futurs avocats de pouvoir plaider les dossiers. On fait beaucoup de recours civils en matière de profilage aussi. Puis ça, c'est différent parce que les recours civils font en sorte, donc, plainte, on laisse faire la commission qui est un organisme administratif qui gère, elle, la plainte de A à Z. Et là, vous avez un avocat qui, lui, poursuit la municipalité et le policier. Tout à fait. Mais souvent, ça va se finir par des règlements. Le problème avec les règlements, c'est que c'est confidentiel, donc on ne peut pas en parler. Donc, quand je gagne un dossier en matière civile, très souvent, je ne peux pas arriver... C'est pas un dossier qui s'est gagné devant le juge.
Comme M. Camara qui a gagné son dossier, mais il n'y a pas eu d'audition de preuve, il n'y a pas personne qui a entendu son histoire. Ça s'est fait derrière les portes closes, puis bon, le montant a été coulé, mais très souvent, on ne peut même pas parler des montants qu'on a réussi à obtenir parce qu'on est lié par des ententes de confidentialité. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Puis lié de confidentialité parce qu'on poursuit un policier, puis c'est la ville. La ville, précisément, la ville, oui, et il y a beaucoup d'emphase qui est mise pour faire en sorte qu'il n'y a pas de jurisprudence qui soit créée. Quand on a un bon dossier, ils vont régler. Quand le dossier est clair, ils vont régler. Quand il y a les bons avocats derrière le dossier, ils vont régler. C'est pour ça que, tu sais, quand on parlait de la profession d'avocat, mais la profession d'avocat aujourd'hui, puis je le dis aux jeunes avocats qui m'écoutent, elle est spécialisée. On n'est plus à l'époque où est-ce que tu peux faire 4 domaines. Avant, je me rappelle quand j'ai commencé ma pratique, mais je faisais tout. J'étais en droit de la famille, en droit de la jeunesse, etc. Wow. J'ai fait du droit discipline. J'ai fait beaucoup de domaines de droit différents, mais à certains moments, tu dois te ramener à un point. Même du droit pénal, j'en fais presque plus, c'est-à-dire des contraventions routières, etc. Wow. J'ai une avocate qui est spécialisée là-dedans dans mon bureau. Droit criminel, profilage racial, c'est mes 2 domaines de droit, puis c'est là-dessus que je me concentre. Donc, quand vous allez, puis vous prenez un avocat, par exemple, c'est son premier dossier de profilage, mais moi, je me rappelle, je parlais à un avocat de la ville, récemment, il me dit, on vous connaît, M. Belton, on vous connaît à la ville. Mais c'est normal, parce qu'ils ont 10 dossiers avec mon nom, où est-ce que je suis avocat, puis quand je le dis, je sais que je l'ai dit plusieurs fois en toute humilité, je sais pas si c'est humble ou pas, mais quand je suis dans un dossier de profilage contre une municipalité, j'ai un poids que peut-être d'autres avocats n'auront pas parce que j'ai développé ma spécialité autour de cet enjeu-là. Je comprends. Tu comprends? Je comprends. Puis est-ce que tu arrives à toutes les gagner quand que tu as... Au début, non. Mais présentement, j'en gagne plus que j'en perds. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'à chaque fois, ton client il est dédommagé, même si tu ne peux pas nous dire le montant, etc., mais est-ce qu'il y a pas nécessairement. Pas nécessairement, mais je peux te dire que dans la dernière année, notre cabinet, on a réussi à avoir au-delà de 100 000 $ de dommages pour des victimes de profilage. Je ne peux pas te dire pour combien de dossiers, ni pour quel dossier, mais on est en train de... La bataille, on est en train de... On gagne victoire par victoire, petite victoire par petite victoire. Puis moi, pendant que je t'écoute parler, je me dis, c'est pas quelque chose qui devrait être rendu public? Mais en fait, le règlement, il est public dans le sens que dans le plumitif, si tu vas, quelqu'un qui me pose la question, est-ce que tel dossier, vous avez réglé? Je peux dire oui, parce que c'est public. Mais je ne peux pas donner de détails sur le règlement ni sur les montants, parce que ça, on a... Mais même public, je veux dire, il faut que tu aies des connaissances de base pour aller chercher l'information. Tu comprends que moi, je ne peux pas arriver puis faire un live pour dire, vous vous souvenez de ce dossier-là qui était vraiment dégueulasse qu'on a vu? Ben, we got them, we got the settlement. Mais moi, je trouve que s'il y avait la possibilité de le faire, ça aiderait aussi de mettre en lumière, d'une part, la réalité, puis de faire aussi les policiers se calmer, là, tu sais, je veux dire. La difficulté, là, c'est que, tu sais, moi, je défends des clients d'abord, avant tout. Je ne défends pas la communauté, tu comprends? Donc, l'intérêt de mon client, des fois, il peut être divergent de celui de la communauté, dans le sens que si on décide de... J'ai un dossier récemment qu'on a réglé. Excellent dossier. On serait rendu devant le tribunal, on aurait gagné. Mais le montant qu'on aurait eu par le tribunal, on le sait, aurait été moindre que le montant pour lequel ils ont réglé. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Et le problème, c'est qu'on aurait une décision peut-être dans 3-4 ans facilement. Je comprends. Fait que quand tu dis régler, ça veut dire que les corps policiers sont venus vous voir avec une entente pour pas que vous ayez à aller voir un juge et aller devant. OK. Exact. Ils ont signé un chèque. Direct. Mais le chèque veut dire ferme ta gueule aussi. Ouais. Mais ça fait pas en sorte, à mon sens, il y a plein d'autres façons de pouvoir faire connaître aux gens le fait qu'on est en train d'avancer. On n'est pas en train de reculer. Puis je pense présentement, comme communauté, puis surtout à la CGSM, je pense qu'on fait les choses de la bonne façon. On a une expertise qui commence à être reconnue par tous. Puis je pense qu'on avance dans la bonne direction. Tu sais, présentement, dans mon comité profilage racial, j'ai 5 avocats qui en font partie. Wow. Et la beauté, c'est que ce sont des avocats qui étaient des étudiants au sein du comité, qui sont revenus et qui travaillent avec moi maintenant. Wow. On a déposé un acte d'intervention dans le dossier Louemba, qui est présentement en appel devant la Cour d'appel du Québec. Mais l'avocate qui pilote ce dossier avec moi, c'était une de mes étudiantes qui était avec moi, qui est rendue avocate. Tu comprends? Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction, personnellement. Je comprends. Quel conseil tu pourrais dire, mettons, à des jeunes, surtout des jeunes, parce qu'on a tendance à être impulsif, on se fait arrêter, on le sait qu'on n'a rien fait, puis on se fait arrêter par un policier. On parlait, il n'y a pas si longtemps, de peut-être filmer
quand on a une intervention avec un policier puis qu'on pense qu'on a été arrêté de manière injuste. Mais selon toi, comment qu'on peut faire pour avoir une preuve solide si surtout on veut avoir un recours par la suite, là? Parce que tu l'as dit, c'est tough, là, de prouver que le policier qui t'arrête, il est vraiment raciste ou, son intention est là, là. Ma réponse va peut-être te surprendre parce que je n'ai pas de réponse à ça. Dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon de réagir. Pourquoi je dis ça? C'est que à un certain moment, une personne qui se fait profiler, c'est une victime de l'État. Ouais. Le policier représente l'État à ce moment-là. Ouais. Qui suis-je, moi, Fernando Belton, du haut de ma tour d'ivoire, pour dire à une personne qui est victime comment elle devrait réagir? I don't know. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a des gens qui vont rester calmes. Il y a des gens qui ne sont pas capables de rester calmes parce que ça fait 40 fois, ça fait 18 fois, ça fait 3 fois dans la même journée qu'ils sont interceptés. Puis ils sont tannés. Ils sont tannés, tu comprends? Donc, mais il y a des conseils de base que je peux donner aux gens. De 1, dans la mesure du possible, si vous êtes capable, filmer l'intervention. L'émergence de la caméra dans les interventions policières a changé énormément de choses. Bien que ça ne change pas le comportement nécessairement de la police. Souvenons-nous que George Floyd a été filmé pendant 9 ans en train de mourir, puis le policier, ça n'a pas rien changé dans le meurtre qu'il était en train de commettre. Faites-le de manière sécuritaire. Jamais pointer une caméra directement dans le visage d'un policier parce que vous avez été accusé d'entrave. Si vous pouvez filmer ou enregistrer, si vous avez un Apple Watch, partez votre enregistrement. Moi, ça, c'est le petit cue que je donne aux gens là, qui ont un Apple Watch. Partez ton enregistrement, low-key, etc. Ensuite, vous êtes dans un véhicule, vous êtes conducteur, vous êtes obligé de vous identifier. Obligatoire. C'est obligatoire en vertu de l'article 636. OK? Ensuite... Mais est-ce que le policier doit te dire pourquoi il t'intercepte? Non. C'est justement ça, le jugement, l'arrêt Loemba, avec la décision du juge Yarjo rendue en octobre 2022, c'est ça que c'est venu changer. C'est venu dire, ces interceptions-là sont devenues un sauf-conduit qui mène vers du profilage racial. Exact. Parce que les policiers n'ont aucun motif à vous donner. Ils ont le droit de vous intercepter en vertu de l'article 636. Parce que je conduis puis je suis sur le volant d'une voiture. Ouais, pas besoin d'avoir constaté une infraction. Donc, la curiosité d'un policier peut être satisfaite et je te demande d'identifier. Puis, c'est ça qui crée souvent des problèmes, c'est que les gens disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais le problème, c'est que le policier n'a pas besoin d'avoir de motif. Donc, là, le juge Yarjo, il a invalidé cette disposition-là. Il a mis une suspension dans la loi de 6 mois avant que ce soit effectif. Mais là on est en appel. Donc, c'est une décision de toute façon qui va se rendre jusqu'en Cour suprême, on le sait déjà. Donc, il faut vous identifier si vous êtes derrière le véhicule, peu importe qu'on vous dise que vous avez commis une infraction ou pas. Ensuite, toujours garder une distance. Moi, je dis aux gens, protégez-vous, OK? Protégez votre intégrité physique parce qu'il y a des gens qui vont, à la suite d'une intervention, qui vont sortir maganés. Puis, des fois, une intervention qui est très courte peut avoir des récupérations incroyables au niveau psychologique qu'on n'arrive même pas à se doter. Puis, tu connais tous les problèmes qu'on a au niveau de la santé mentale et de la peur de parler de santé mentale dans notre communauté, dans les communautés noires, c'est très problématique. Donc, gardez le silence dans la mesure du possible. Vous n'avez aucune obligation de répondre à aucune question. Parfait. Moi, c'est ça que je veux savoir. Moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai mes 3 documents qui sont en haut dans mon véhicule. Mon permis, mon immatriculation et assurance. Ils sont là. Dès que je me fais intercepter, je baisse ma vitre à la hauteur de te le donner. Je ferme ma vitre. Je n'ai pas de discussion à donner. Je n'ai pas de répondre de questions à te répondre. De toute façon, moi, c'est sûr, ma Benz est plaquée Belton Avocat. Ça aide. Ça aide, je le sais. Mais au-delà de ça, je ne m'engage pas dans une conversation. Dans une conversation. Non, parfait. Non. Parfait. Parce que je ne suis pas obligé. J'ai le droit au silence. C'est ça. Si on vous arrête pour alcool au volant, on vous demande de souffler, vous avez l'obligation de le faire. Okay. Donc ça, il faut obtempérer à cet ordre-là. Mais de répondre à des questions. Parce que moi, ça me suis déjà arrivé de me faire arrêter. Puis, tu sais, moi, j'ai une voiture en location. Puis, il me dit, la voiture, est-ce qu'elle t'appartient? Je dis, non, elle est en location. Tu fais quoi dans la vie? Non, puis, non. Moi, j'ai dit, tu sais, moi, je suis comme, je suis courtier immobilier. C'est pas de vos affaires. On a cette tendance à vouloir être courtois envers la police parce qu'on dit, si on est courtois, ça va bien aller. Ça va bien aller. Vous pouvez. Mais by the way, j'ai pas eu le ticket en passant. Il me l'a pas donné. Mais c'est ça que je veux dire, Marsha, c'est que tu as le droit, mais tu n'es pas obligé. Okay. Puis c'est pour ça que je te dis, je peux pas, moi, dire à une personne c'est quoi la bonne, la mauvaise façon d'agir, parce qu'à un certain moment... Ouais, je comprends, mais entre toi puis moi, c'est pas que je veux chercher des excuses aux policiers, c'est pas ça le point. C'est que, écoute, là,
le policier t'arrête, je comprends que tu es frustré, etc., mais je ne pense pas que de le gueuler dessus, tu comprends? Non, mais c'est pas la bonne façon de faire. J'ai un cousin, à un moment donné, le policier, il dit, sors. Il a été foutre son pied sur la porte où ce qu'il était, sa chaise principale, où ce qu'il était assis côté conducteur. Puis le policier a dit, je te demande de sortir. Non, mon cousin a dit, je veux sortir. Je me sens pas en sécurité. Tu mets ton bras sur l'auto, puis t'as ta main sur ton gun. Je me sens pas en sécurité, je veux qu'on se parle à l'extérieur. Le policier a dit non. Mon cousin, ce qu'il a fait, il a envoyé son pied un coup sur la porte pour que la porte puisse s'ouvrir puis que le policier se tasse. That's smart. That's smart. Il vient de commettre un voie de fait envers un agent de la paix. Je te dis, je veux dire, je comprends que t'es tanné, je comprends que clairement, le gars, il a l'air de pas aimer ta face. Mon cousin, il a des dreads, il sent le pot. Je comprends. Mais je veux dire, puis moi, j'ai dit, mais tu penses vraiment que tu allais aider ta cause en faisant ça, là? Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, rester calme, oui. Éviter de rentrer dans un back and forth au niveau d'une argumentation avec la police, absolument. La seule chose, c'est que moi, j'ai une perspective qui est différente. Puis, dans le sens que, au début, je donnais des conseils qui étaient très calqués sur Fernando. Puis j'ai fini par comprendre que mon expérience avec la police est très différente. Moi, personnellement, du profilage racial en conduisant ma Benz, j'en ai jamais vécu. Puis j'ai habité à Saint-Michel pendant 4 ans, pourtant, avec ma Benz. Ouais. Tu comprends? Puis très souvent, je suis en Audi, puis peut-être que je pourrais donner le vibe, on va dire, de ce que les policiers, des fois, vont associer à de la criminalité, mais je n'en ai pas vécu personnellement. I was lucky with that. Mais je suis quand même conscient que ma réalité d'homme noir, je peux pas la transposer sur l'ensemble d'une communauté pour dire c'est ça l'expérience de l'homme noir dans son véhicule de luxe ou dans son véhicule tout court avec la police. Et ça fait en sorte que je suis quand même... Je peux comprendre que des fois, il y a des gens qui vont flip parce que, tu sais, je me rappelle, il y a une histoire qui m'avait profondément marqué. C'est un jeune entrepreneur, etc. Va s'installer à Terrebonne, 2 enfants. Puis, dans les premiers mois qu'il est arrivé là, tous les jours, pendant 1 mois, à chaque jour, pendant 30 jours, il se fait interpeller par le même policier à tous les jours avec ses enfants dans l'auto. C'est quoi cette affaire-là? Puis il y a un moment donné, il a pété une coche. Hein? Qu'est-ce que tu veux le dire? Comment tu veux le blâmer d'être rendu au point où est-ce qu'il est juste plus capable d'en prendre? Là? Ouais. Alors c'est ça. Ben, en fait, j'entends ce que tu me dis, mais moi, je me mets toujours dans ma tête, je me dis, tu sais, si je veux poursuivre ce policier-là, je veux aller à la cour... Tu sais, je veux dire, est-ce que tu es capable de dire à un juge, il m'a arrêté, c'est pour ça que j'ai explosé, je l'ai frappé, ou le juge va te dire, ça n'excuse pas ton geste. Il faut faire attention, tu sais, frapper un policier, ça c'est un gros nom, c'est un acte criminel, puis c'est un gros nom. Mais il y a des moyens de défense. Quand vos droits sont violés, ça peut donner lieu à de l'exclusion de la preuve ou à un arrêt des procédures. Je comprends. La Cour suprême nous dit que vous n'êtes pas obligé de vous comporter de manière docile. Et je prends vraiment les mots de la Cour, là, dans l'arrêt Kosoyan rendu en 2019. Un citoyen n'a pas à se comporter de manière docile face à une arrestation qui est illégale. Je comprends. Et une arrestation motivée par du profilage racial, c'est une arrestation qui est illégale. Qui viole la charte. Donc, il y a des moyens de se défendre. Mais il faut éviter d'avoir besoin d'avoir un avocat en droit criminel qui se connaît bien pour pouvoir nous sortir de là. De cette merde. Parce que des fois, c'est mieux de prendre son ticket, etc., puis ensuite de regarder s'il y a des chances de poursuivre. Exact. C'est ça que je me dis aussi. Tu sais, tu prends qu'est-ce que tu as à apprendre, après ça, tu verras. Ouais. Soit tu as enregistré, tu as filmé. Mais Marsha, je vais te dire, c'est pas aussi simple que ça. Toutes les situations ne se ressemblent pas, puis les gens viennent avec des backgrounds qui sont différents. On a des tempéraments forts aussi, là. On ne va pas se le cacher, là. Comme, on n'entend même pas des fois qu'est-ce que la personne dit, puis on est déjà prêt, là. Comme je te dis, je n'excuse pas les policiers, ce n'est vraiment pas ça. C'est juste que j'ai l'impression que dans la société où ce qu'on est, on dirait que tu peux pas gagner contre lui, là, tu comprends? Il veut t'arrêter, il veut arriver, il veut ton permis de conduire, ou etc., faire ses vérifications. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour lui. Non, je suis. De toute façon, t'identifier, c'est obligatoire quand tu es derrière ton volant. Je comprends. Mais je pense qu'on est dans une période où est-ce que si les gens comprennent comment ils doivent exercer leurs droits de manière
intelligente, mais il y a plus de chances de pouvoir gagner par la suite. Mais à ce moment-là, toi, est-ce que tu conseillerais, je te dirais, que ce soit à notre communauté, mais en règle générale, peut-être aux gens de s'instruire sur le sujet? Absolument, absolument. Écoute, moi, j'invite les gens à écouter notre podcast Touche pas à mes droits. On en parle. On a 36 épisodes qu'on a réalisés qui touchent uniquement la question du profilage racial. Donc ça, c'est une bonne chose. On fait beaucoup d'informations à la clinique juridique là-dessus, de formations dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Donc on est sur le terrain pour essayer de former les gens sur leurs droits. C'est important de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire dans telle ou telle situation. Vous êtes à pied versus vous êtes dans votre véhicule. C'est deux situations juridiques totalement différentes. Donc il faut comprendre un peu ces nuances-là. Puis à la fin, moi j'ai toujours, ayez le nom d'un avocat dans votre téléphone. Moi, tu sais, je suis un avocat, mais j'ai des avocats. J'ai pas un avocat, j'ai des avocats. En matière, quand j'ai des problèmes en droit immobilier, j'ai une avocate. En matière de droit du travail, mes contrats de travail, je les rédige pas. Récemment, j'ai mandaté un cabinet d'avocats pour rédiger un contrat de travail pour nous. Oui, j'ai des connaissances, j'ai des modèles. I want the best. Je veux être sûr d'être bien protégé. C'est fou pareil, hein? Malgré que tu es avocat. Hein? Je fais du droit disciplinaire. J'ai déjà eu des enjeux disciplinaires qui font en sorte que j'ai eu besoin d'un avocat spécialisé en droit disciplinaire, malgré que moi-même, je représente des professionnels devant des syndics. J'ai fait affaire avec un avocat en matière disciplinaire. Ayez le nom d'un avocat ou d'avocat dans différents domaines dans votre téléphone, proche des gens que vous connaissez, que vous suivez, que vous pouvez rapidement un appel. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais moi, ton numéro était déjà là dans mon téléphone. Donc, quand j'ai eu besoin de quelqu'un, tu es la première personne que j'ai appelée. Malgré qu'ils te connaissent, vous n'aviez jamais parlé ensemble. On m'a jamais parlé ensemble, mais tu sais, vous êtes capable de voir des fois de loin des gens qui vous inspirent confiance. Puis la relation avocat-client, c'est une relation de confiance d'abord et avant tout. Puis des fois, ça, tu peux le créer de manière formelle ou informelle. Bien sûr. Et ça, tu dirais, même si que la personne a les moyens ou pas, c'est d'avoir un numéro de téléphone. Au pire, toi, tu vas lui dire, regarde, je te réfère, va dans telle place qui va pouvoir t'aider, mais au moins d'avoir ça dans sa poche. Absolument. Parce que surtout quand on se fait arrêter, là, tu sais, t'as pas le temps de réaction, là, je veux dire. T'as pas le temps de réaction. Des fois, on va suspendre ton droit à l'avocat dépendant des situations. Par exemple, tu ne pourras pas parler à un avocat avant de devoir souffler dans un appareil de détection approuvé sur le bord de la route. Je comprends. Donc, des fois, tu as besoin de ce numéro-là proche. Tu n'auras pas le temps de le chercher sur Internet, tu comprends? Moi, j'ai toujours aux gens, moi, si je me fais arrêter aujourd'hui, je sais qui j'appelle. Qui tu dois appeler. C'est pas, il n'y a pas 46 personnes, il n'y a même pas 2 personnes. Il y a une personne, mon avocat, je sais c'est qui, pour peu importe le domaine que j'ai besoin. J'ai présentement un dossier qui implique une question de droit fiscal. Ben, j'ai 2 avocats en droit fiscal avec qui j'ai déjà fait affaire dans le passé pour des choses personnelles. Puis c'est ces gens-là vers qui je vais aller. Donc, tu sais, surtout pour la communauté d'entrepreneurs qu'on a, je pense qu'on a une communauté assez forte aujourd'hui avec des domaines spécialisés qui font en sorte qu'on est capable de pouvoir s'entraider comme communauté puis avoir des services de qualité dans notre communauté. Tout à fait, tout à fait. Et là, avant de terminer, j'ai une autre question qui me tient à cœur. Que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont déjà vécu. C'est, un policier t'arrête sur la rue. Petite routine, c'est ce qu'il dit. Puis là, à un moment donné, bizarrement, il veut fouiller le coffre, Est-ce que c'est quelque chose de légal? Absolument pas. OK. Absolument pas. Même si qu'il prend l'odeur du pot, même si qu'il y a peut-être une intuition qu'il y a quelque chose de pas correct. Si vous n'êtes pas arrêté, le policier n'a aucun droit de fouiller le véhicule. D'accord. Mis à part s'il y a une théorie qu'on appelle la théorie du plain view, ça veut dire si on voit un sac qui est ouvert avec un gun dedans, ça c'est autre chose. Si sur votre banquette, le sac est rempli de drogue, tu comprends? Mais c'est pas des situations qui arrivent souvent. Entre moi et toi. Je sais que j'en vois beaucoup. Les gens sont pas caves, là. Je sais que j'en vois beaucoup dans mes rapports policiers, mais permets-moi d'avoir des doutes que les gens qui effectuent de la criminalité sautent assez pour laisser ça traîner comme ça. Mais si on n'est pas si on n'est pas arrêté, une arrestation fait en sorte que le policier a le droit de fouiller l'espace immédiat de la personne à la recherche de preuves. Ça, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas arrêté, donc on a des motifs raisonnables probables de croire que vous avez commis une infraction, on vous a lu vos droits et vous êtes dans une situation où est-ce qu'on doit décider est-ce qu'on vous remet en liberté ou pas. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ça ne donne pas le droit au policier de pouvoir fouiller le véhicule. OK. Fait que peu importe le prétexte qu'il veut alléguer, il peut pas. Il peut pas. Puis très souvent, ce qui va arriver, c'est que les policiers vont chercher votre consentement pour le faire. Si vous consentez à la fouille, ben vous venez vous-même
Je comprends. De laisser faire votre protection qui est prévue à l'article de la charte qui vous protège des saisies et des fouilles abusives. Je comprends. Donc, c'est pour ça que quand on dit que c'est important de connaître ses droits, là, c'est pas une blague, là. Ouais. Parce que ça arrive souvent, by the way. Tu sais, en tout cas, j'en connais que c'est arrivé. Il y en a qui ont dit non, mais il y en a que, OK, ben... Je pense aussi que c'est peut-être plus si vous n'avez rien à cacher non plus de toute façon. Ouais. Mais même si tu n'as rien à cacher, je me dis, pourquoi je vais te laisser fouiller dans mon auto, tu comprends? Non, moi, c'est un gros non. Wow. C'est un gros non. Wow. Si tu as besoin de fouiller, va chercher un mandat. Si tu n'as pas de raison de fouiller dans mon véhicule, je te laisserai pas fouiller. Même si mon auto, même si je venais de l'acheter et il n'y avait rien à trouver. Pourquoi tu as ce réflexe-là de dire non? Mais parce que moi, c'est sûr et certain que je suis un avocat de la défense. Donc, Bien sûr. Je pense que quand tu laisses quelqu'un chercher assez longtemps, il va trouver quelque chose quand même pour pouvoir te mettre ça sur le dos. Ouais. Mais si on enlève ce côté un peu que certains pourraient qualifier de paranoïaque, etc., moi, je dirais tout simplement, c'est que j'ai des droits. Exact. J'ai des droits. On vit dans une société de droits, on s'est doté de chartes. Il y a des droits individuels que les gens doivent respecter. Les policiers sont des citoyens comme tout le monde, mais qui ont des obligations et des devoirs qui sont autres que les citoyens normaux. Ils ont le droit, en vertu de l'article 25 du Code criminel, d'utiliser la force, même jusqu'à une force létale sur un individu. Donc, ça vient avec des responsabilités qui sont importantes. Je comprends. Et moi, je ne peux pas concevoir que dans une société de droit, ceux qui sont chargés d'exécuter la loi ne la respectent pas eux-mêmes. Donc, c'est pas moi qui va te donner Mbab IPI, là. Nope. Absolument Fait pas. que c'est un non catégorique. C'est un non catégorique. Nice, wow. Écoute, je finis toujours mon podcast en posant cette même question-là à mes invités. Parce que tu sais que je suis courtier immobilier, j'adore beaucoup l'immobilier, l'investissement immobilier. As-tu des immeubles à revenus? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse un jour? Parce que oui, tu es avocat. Ouais. J'en ai pas. Non? J'en ai pas. D'accord. Mais ça fait partie de mes projets à très court terme. Mais est-ce que présentement, tu es propriétaire d'une maison? Non. C'est vrai? Ouais. Là, je m'en allais dire pourquoi? Je sais pas. Mon éveil sur l'immobilier s'est fait un peu tard. C'est vrai? OK. Ça s'est fait un peu tard. Mais je suis très, très avancé dans le processus. Dans le processus. Ouais. OK, d'accord. Puis toi, même si tu vois les taux d'intérêt, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu as pris le temps de... Mais c'est sur les taux d'intérêt. Écoute, c'est malade, là, qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais à certains moments, on ne peut pas attendre indéfiniment. Puis, tu sais, quand tu es locataire, puis que de toute façon, tu payes des montants d'argent qui assez élevés, qui de toute façon te reviendront jamais. Bien sûr. Il faut faire des choix. Puis bon, les taux d'intérêt vont finir par baisser de toute façon. Baisser, effectivement. C'est un cycle. On n'est pas dans le bon cycle, mais les opportunités, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vient pas nécessairement dans la meilleure période, la période parfaite. C'est vrai. Des fois, il faut se lancer, puis let's go. Absolument. Et pour finir, si quelqu'un veut te rejoindre, a besoin de mettre ton numéro de téléphone dans ses contacts, comment qu'on peut faire pour te rejoindre? Mais sincèrement, mon numéro c'est 514-794-5917, mais au-delà de ça, Fernando Belton, toutes les plateformes, vous allez me trouver sur LinkedIn, vous me googlez, Maître Belton, vous allez me trouver. Puis la clinique Saint-Michel aussi, qui je trouve qui est un outil incroyable, là, autant pour la communauté, autant pour les gens qui sont à faible revenu, qui n'ont pas nécessairement de connaissances dans le droit. Puis je te dirais que même quand tu as les moyens, là, excuse-moi, là, moi je connais pas tout là, sur le droit. J'ai une petite Mais des fois, c'est un bon endroit pour commencer. Ben oui. Puis des fois, quand tu vas voir un avocat, puis tu as déjà fait tes recherches, ben, ta consultation qui devait durer 1h30, peut-être qu'elle va durer 1 heure. Finalement, va te coûter moins cher. Surtout au prix. Mais tu sais, j'invite les gens tout simplement sur notre site internet, cgsm.ca. Il y a un onglet pour prendre les rendez-vous, des consultations. Exact. Donc, présentement, on offre une plage horaire par semaine, puis on a une liste d'attente de 40 personnes presque toutes les semaines, donc il y a un besoin. Wow. Mais pour la session d'automne, on est en train de travailler pour ouvrir une nouvelle plage horaire pour recevoir plus de gens. Plus de personnes, absolument. Donc, absolument. Côté même pour avoir des renseignements, je lisais un livre, là, d'une avocate que j'ai encore oublié son nom. En tout cas, elle fait la série Justice. Puis elle a fait un petit guide, un petit livre. Julie Couture. Oui, pour les gens qui veulent se représenter eux-mêmes. Puis je capotais parce qu'elle disait, il y en a beaucoup, tu sais, des fois, soit... C'est le fun parce que Julie fait partie des gens qui m'a interviewé en entrevue et qui ne m'a pas pris. Oh non!
Là, c'est de bonne guerre parce que dans le sens que des fois, tu sais, ça fit pas. Ça fit pas, ouais. Mais j'ai beaucoup de respect pour cette avocate-là. C'est une très bonne avocate. Puis ce livre-là, justement, c'est intéressant incroyable. Parce qu'elle l'a écrit justement pour aider les gens qui se représentent seuls. Cependant, je suis pas de ceux qui pensent que l'auto-représentation, c'est une bonne chose pour le système de justice. Je suis d'accord avec toi. Je ne crois pas. Mais pour des gens qui sont dans cette situation-là, c'est définitivement que ça peut aider. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'on l'a dit tantôt, l'aide juridique, là, Colin, il faut quasiment que tu n'aies pas de revenus pour rentrer dans cette affaire-là. Si tu fais 45 000, 50 000, la personne n'a pas les moyens d'aller prendre un avocat qui va lui coûter 150 $, 200 $ de l'heure, peu importe le montant non plus. Là. Mais il y a beaucoup d'avocats qui chargent à tarif à forfaiteur, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. OK, mais attends, est-ce que ça dépend de c'est quoi le sujet? Est-ce qu'on est dans le pénal? Est-ce qu'on est dans le criminel? Ça dépend. Ça dépend de meurtre, parce que c'est pas la même chose. Ça dépend d'un ensemble d'enjeux. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, mon taux horaire était à 100 $. Maintenant, je suis à 250 $ de l'heure. OK. Donc, c'est sûr et certain que je suis à ce tarif horaire-là aussi parce que je peux me le permettre, puis parce que je dois à un certain moment faire un tri entre les dossiers que je prends et les dossiers que je prends pas. Puis des fois, la seule façon de faire cette différenciation-là, c'est le prix, tu comprends? Ouais. Il y a des gens qui vont dire c'est beaucoup trop cher, puis il y a des gens qui sont trop contents de le payer aussi. De le payer. Mais est-ce que ça va dépendre aussi de la complexité du dossier? Absolument. Moi, jusqu'à maintenant, je fais encore des dossiers à tarif forfaitaire. Des fois, je fais hybride. Ça veut dire que je vais prendre une partie en honoraire, puis l'autre partie forfaitaire. Parce que, tu sais, si on gagne un dossier puis on fait une 30% de commission, ça peut être intéressant pour l'avocat aussi. Bien sûr. Je fais encore des dossiers pro bono. J'en prends pas beaucoup, mais j'en fais encore pro bono. C'est-à-dire que je suis pas payé pour le dossier, puis je le fais complètement pro bono de A à Z. Donc, OK, je comprends. J'ai une pratique qui est diversifiée. C'est pas l'image, je pense, parfaite là, de tous les avocats. Les gens, généralement, vont choisir quel genre de tarification qu'ils veulent. Mais il y a autant d'avocats que de types d'honoraires. Donc, les gens doivent faire leur recherche, je pense, à ce niveau-là. Ouais, mais... Faut pas se fermer la tête parce que tu as un avocat qui t'a dit ben, ça va te coûter 45 000. Un autre avocat pourrait te dire ben, ça va te coûter 12 000. Un autre jeune qui pourrait être excellent pourrait dire ça va te coûter 5 000. Donc ça dépend. Puis tu sais, je dis aux gens, regardez pas nécessairement. Mais ça dépend aussi du sujet là. Parce que ça dépend du moi, sujet. Je suis accusé pour meurtre. Là, je pense que je veux vouloir le meilleur avocat. Là. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Puis aussi, c'est que dans le coup, sur l'action, tu as le problème. Tu es vraiment dans marde. T'as pas le temps de magasiner, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont même pas... C'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas quand vous avez un problème que vous devez chercher qui est votre avocat. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps. Tu sais, je vous le dis, pensez-y, faites vos recherches, mettez 2-3 noms d'avocats dans votre téléphone. Je dis pas de mettre le mien, là. Je dis juste de trouver quelqu'un que vous pensez qui vous inspire confiance. Puis, y a-tu un registre, comme, mettons, si je cherche un notaire, il y a un registre... Il y a le Beauté des avocats sur le site du barreau. Parfait. Puis, vous allez pouvoir trier les avocats par domaine de droit. Vous pouvez, par exemple, chercher un avocat qui parle une langue particulière dans un domaine de droit particulier. Donc, le barreau, c'est un bon référencement. Puis ensuite, bon, Internet. Effectivement. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Pour moi, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir comme partagé. Je te disais, c'est un sujet que j'avais envie qu'on parle parce que on n'en parle pas beaucoup, là. Ça commence, là, depuis la COVID. Là, il y a une grosse vague où on parle des droits, du racisme. Puis là, je me suis dit, je pense que ce podcast-là, cet épisode-là, ce serait une bonne idée de te recevoir puis qu'on puisse en parler. Mais merci pour l'invitation. On refait ça un de ces jours. Merci. Ciao.